Vous vous réveillez dans l'Égypte ancienne, et la première chose que vous remarquez est la chaleur oppressante et écrasante. La deuxième chose, que tu es couvert d'une symphonie de sueur, de piqûres de puces et de dread existential. Bienvenue dans la vallée du Nil, où les dieux ne se contentent pas de vous observer. Ils vous rôtissent pour le sport. Votre lit est une collection de paille, d'os et de rêves brisés, à peine recouvert d'un drap en lin qui n'a pas été lavé depuis l'invention des hiéroglyphes. Ton oreiller, une peau de chèvre enroulée, ton matelas, une couche de pauvreté et de prière, aussi fine qu'une gaufrette. Vous dormez sur ce que les archéologues appelleront un jour un généreux buffet de termites. Votre maison est un micro-ondes en briques de terre. Il a une seule pièce, pas de fenêtre, et des trous de ventilation, stratégiquement placés, pour laisser entrer un maximum de poussière, tout en ne retenant absolument aucune chaleur. Le toit fuit quand il ne pleut pas, et fuit encore plus quand il pleut. Le mobilier se compose d'un tabouret, d'une cruche fêlée et d'un panier qui fait office de berceau, de garde-manger et de piège à rats. Vous avez 22 ans, ce qui signifie que vous avez déjà survécu à 3 frères et sœurs et que vous êtes officiellement âgé en années paysannes. Tes articulations te font mal, tu es brûlé par le soleil, à des endroits qui ne devraient pas voir la lumière du jour, et ton dos fait le bruit de quelqu'un marchant sur du papyrus sec à chaque fois que tu bouges. Le soleil est déjà levé. Ce n'est pas un rayon de soleil, c'est une attaque. Il se déverse à travers la porte de chaume de roseau, comme de l'or en fusion. Vous essayez de vous lever, mais votre corps proteste comme une foule de scribes surmenés. Tu te lèves, t'étends, et sens ta colonne vertébrale déposer une plainte formelle. Votre tunique, si vous pouvez l'appeler ainsi, est un rectangle de lin, maintenu ensemble, par de la salive, de la sueur et l'inertie culturelle. Elle s'accroche à ton corps comme la culpabilité. Il a un trou pour ta tête, 2 pour tes bras et 20 pour la ventilation. Le jour de lessive, c'est quand le Nil déborde dans votre tas de linge. Vous sortez et vous le regrettez instantanément. Le sol est de la lave, l'air est de la soupe. Votre voisin est déjà torse nu et chante le blues de la transpiration et des mouches. Vous lui faites un signe de tête. Il hoche la tête en retour. C'est le plus proche que vous arriverez d'une interaction sociale significative aujourd'hui. Maintenant, passons à l'hygiène personnelle. Il n'y a pas de brosse à dents, pas de déodorant et pas de honte. Tu prends une poignée de sable et tu frottes tes aisselles, faisant semblant de t'exfolier au lieu de simplement te frotter avec du gravier chaud. Un scarabée tombe de votre tunique. Vous le saluez. Il a vu des choses. Votre salle de bain? Choisissez une direction. Il y a des zones désignées à l'extérieur du village, mais tout le monde sait que le véritable toilette est n'importe où vous ne vous trouvez pas actuellement. Vous prenez un seau, vous vous dirigez vers la dune de sable la plus proche et vous essayez de vous soulager tout en surveillant les serpents, les scorpions et les ibis critiques. Le petit déjeuner est un événement cérémoniel de déception. Vous recevez un pain d'orge si dense qu'il pourrait être utilisé dans la construction de pyramides. Il est plein de minéraux supplémentaires, c'est-à-dire du sable provenant de la Meule. Vous mâchez avec précaution. Chaque bouchée est un défi dentaire. Tes dents sont déjà plus érodées que le nez du sphinx. La boisson des champions, bière, mais pas celui que vous siroteriez dans un pub branché. C'est le cousin ancien et mal rasé de la bière. C'est épais, grumeleux, chaud et aussi alcoolisé qu'un chiffon mouillé.
mais c'est plus sûr que l'eau du Nil, qui est essentiellement un smoothie de pipi de crocodile, de ruissellement de funérailles et de linge de votre voisin. Les mouches n'envahissent votre repas, comme si c'était un buffet à volonté. Vous les chassez en utilisant une technique égyptienne ancienne de battement de main, connue sous le nom de agitation paniquée. L'une d'elles atterrit dans votre bière. Tu le sirotes quand même. Tu es déjà trop hydraté par l'apathie pour t'en soucier. Maintenant, il est temps de la visite quotidienne du Nil. Vous descendez un sentier poussiéreux en évitant les crottes de chèvres et les crises existentielles. La rivière scintille, sent et bourdonne de potentiels bactériens. Tu te déshabilles jusqu'à la dignité, tu t'avances dans l'eau, et tu commences à frotter avec du sable. Votre savon? Espoir. Ta fleur de douche? Une pierre. À proximité, un crocodile vous observe avec un intérêt culinaire. Vous hochez la tête. Il cligne des yeux. C'est ça, la diplomatie. Après ton bain, tu laves tes vêtements en les frappant violemment contre des pierres, tout en priant que la déesse Isis bénisse ton linge avec moins de trous. Tante Néphéré fait sa lessive à proximité et critique bruyamment ta technique de frottage. Vous envisagez de répondre, mais décidez de préserver le vieux traité de paix, connu sous le nom de haine mutuelle. Le chemin du retour est un pèlerinage détrempé à travers la boue et un léger désespoir. Tes vêtements sont humides, tes cheveux sont croustillants et ton moral est plus bas que le Nil pendant la saison de sécheresse. Vous essayez de faire une sieste, mais votre hutte en boue est maintenant un four solaire. Les murs rayonnent de chaleur, le sol siffle, un lézard te regarde transpirer depuis la poutre du plafond. Probablement en riant en reptile, tu restes immobile et remets en question toutes tes décisions de vie, y compris celle de te réincarner en humain, cette fois-ci. Le midi arrive comme une gifle, le soleil vise maintenant des records personnels dans la catégorie « faire frémir un paysan ». Vous pensez à l'ombre, puis tu ris, puis tu pleures, puis tu transpires encore plus. Un groupe d'enfants passe en courant, jouant à un jeu qui consiste à se lancer des os de chèvre. Vous souriez, puis froncez les sourcils lorsqu'un os vous frappe directement sur le tibia. L'Égypte ancienne ne croit pas. En Locha, l'heure du déjeuner, encore du pain, encore de la bière. Le pain est d'une manière ou d'une autre plus dur. Vous l'utilisez pour enfoncer un clou dans le cadre de la porte. La bière est d'une certaine manière plus épaisse. Vous le mâchez, vous terminez votre repas et sentez votre estomac se révolter au ralenti. Un messager passe en courant en criant quelque chose à propos des impôts. Tu te baisses. Les impôts de l'Égypte ancienne sont agressifs et te trouveront. Vous vous souvenez que l'année dernière, quelqu'un a été taxé pour avoir trop de joie d'orge. Le reste de la journée est un flou de survie, de sueur, de coups de chaleur et de déclin émotionnel. Vous aidez à réparer un toit, poursuivez une chèvre, chassez les mouches, tapez sur les enfants. Vous vous faites taper en retour et vous envisagez de devenir un ermite qui vénère un scarabée. Le soir venu, l'air finit par se rafraîchir à un niveau à peine tolérable. Vous êtes assis dehors, chassant les insectes, sirotant le reste de votre bout de bière et regardant le soleil se coucher comme un dieu lumineux se retirant pour planifier le tourment de demain. Les étoiles apparaissent. Tu es allongé sur ta natte de paille, écoutant les sons des grenouilles, des grillons, et tes voisins se disputaient au sujet de la poterie. Tu fermes les yeux, le sommeil vient lentement. Les rêves sont bizarres. Tu es poursuivi par des dunes de sable parlantes, et tu débats avec Ra sur le contrôle climatique. Tu te réveilles le lendemain matin, dans le même four, sur le même tapis,
dans la même tunique. Bienvenue de retour, il est temps de rôtir à nouveau. Bienvenue à nouveau dans l'Égypte ancienne, où les rêves se transforment en sueur, et le travail est une expérience corporelle complète, que vous l'ayez choisie ou non. Vous venez de terminer votre petit déjeuner gastronomique de pain de sable et de bouillie de bière tiède. Et maintenant, il est temps pour votre véritable but dans cette civilisation poussiéreuse. Travailler jusqu'à ce que votre âme implore la réincarnation. Acte 1. Agriculture. Là où l'espoir se fane. Avouons-le, vous n'êtes pas de la royauté, vous n'êtes pas un scribe, et vous ne savez même pas ce qu'est un artisan. Tu es un fermier, félicitations. Vous êtes né dans la noble tradition de vous réveiller à l'aube de Ra pour poignarder la terre avec des bâtons. Votre travail commence avant le lever du soleil, surtout parce que le soleil, après 9 heures du matin, transforme les champs en rôtisserie. Vous vous traînez jusqu'au champ en portant une charrue en bois si lourde qu'elle pourrait probablement être considérée comme une punition divine. Des bœufs, oh, ceux-là sont pour les bien connectés. Toi, vous avez votre propre colonne vertébrale et 2 cousins nommés regret et douleur lombaire. Vous vous penchez, bignez, vous penchez, désherbez, transpirez. Vous faites piquer par un moustique qui pourrait être un pharaon réincarné. Puis vous vous penchez à nouveau, vous faites une pause pour boire de l'eau et vous vous rappelez qu'elle a le goût des larmes de grenouille et l'odeur de l'oie fermentée. Votre superviseur, appelons-le instruction criée et agressivité passive, surveille votre rythme. Prendre du retard, il apporte la motivation sous la forme d'un bâton. À midi, vous avez perdu 3 couches de peau, vos sandales ont fondu, et votre foie a demandé une intervention divine. L'heure du déjeuner, encore du pain, encore de la bière. Ton compagnon de déjeuner, Képri, te raconte qu'il a vu une fois un noble manger des dattes avec du miel. Vous pleurez tous les deux ouvertement, puis mordez dans votre pain de gruau et brisez une autre molaire. L'après-midi apporte le contrôle des nuisibles, ce qui signifie crier après les hippopotames, chasser les serpents et écraser les scarabées qui pourraient être sacrés. Mais tu es trop fatigué pour t'en soucier. Vous terminez au coucher du soleil, couvert de boue, de sang et de désespoir. Tu rentres chez toi, manges et dors comme une pierre qui a renoncé à la vie. Acte 2. Vie d'artisan. Tout est amusant jusqu'à ce que tu inhales du sable. Disons que les dieux ont souri à ta naissance, brièvement, et que tu es artisan à la place. Vous fabriquez des amulettes, ciselez des hiéroglyphes ou travaillez dans la décoration des temples. Ça a l'air facile? Ah! Vous passez vos journées courbées dans une sombre pièce en pierre sans ventilation, sculptant des ancres et des yeux dans la pierre calcaire, tout en inhalant de l'histoire en poudre. Tes outils sont en bronze, ta chaise est une pierre, et ton collègue est un homme nommé Ménotep, qui sent les oignons au vinaigre et l'échec. Chaque travail doit être parfait. L'imperfection offense les dieux et vous vaut une rétrogradation au poste de pelleur de fumier. Vous voulez cette promotion au poste de personne qui dessine des chats en feuilles d'or. Mais votre patron n'arrête pas de crier à propos de la symétrie de l'ibis sacré. Vous travaillez en silence, interrompu seulement par les cris lointains de quelqu'un qui laisse tomber une dalle de pierre sur son orteil. Ton dos se courbe comme un point d'interrogation. Tes ongles sont plus pierres que ongles, et tu n'as pas vu la lumière du soleil depuis 4 dynasties. Treuil. Travaux au temple, louer Ra, et passer le papyrus. Peut-être que vous faites partie des chanceux qui travaillent dans un temple. Félicitations, vous servez maintenant un dieu et 27 prêtres supérieurs
qui croient que l'hygiène personnelle est facultative. Vous balayez les sols, broyez l'encens, polissez les statues, nourrissez les chats sacrés, et puisez de l'eau dans un puits si profond qu'il résonne de sarcasme. Il est interdit d'éternuer dans le temple. C'est considéré comme une insulte à Horus. Alors tu maîtrises l'art des convulsions silencieuses. Tu portes le pagne sacré des éternelles fessées. Tu chantes, tu nettoies, tu chantes en nettoyant. Le grand prêtre t'appelle enfant, même si tu as 36 ans et un genou en mauvais état. Tu rêves de devenir scribe, mais le test de littératie inclut la mémorisation de 700 hiéroglyphes et ton nom en a 3. Donc, acte 4, le travail des femmes. Tout, toujours, pour toujours. Si vous êtes une femme dans l'Égypte ancienne, surprise, votre travail est tout. Tu te réveilles avant le lever du soleil, pour moudre du grain, avec une pierre qui déteste tes mains. Tu puises de l'eau du Nil, tout en étant observé par un poisson aux yeux critiques. Vous cuisinez, nettoyez, élevez des enfants, gardez des chèvres, réparez des filets, et aidez encore aux travaux des champs. Votre pause, c'est 5 minutes où le bébé arrête enfin de crier et le feu ne s'est pas éteint. Bonheur. Vous accouchez avec l'aide d'une sage-femme qui utilise des sorts magiques et de l'huile de palme. Vous vous rétablissez en moulant de l'orge et en berçant un berceau avec votre pied. Le congé de maternité est un mythe chuchoté par le vent. Pourtant, tu mets de l'eyeliner parce que tu n'es pas une sauvage. L'eyeliner est fait de plomb, mais qui a besoin de reins fonctionnels, quand on a l'air fabuleux. Acte 5. Travail des enfants. Chèvre, courage et chagrin des adultes. Tu as 5 ans et tu es prêt à entrer dans le monde du travail. Ton travail? Chasser les chèvres, porter des jarres et se faire crier dessus. Tu ne vas pas à l'école. Votre éducation consiste à apprendre à ne pas marcher dans le fumier. Vous obtenez votre diplôme lorsque vous apprenez à mentir sur les corvées que vous n'avez pas faites. L'heure de jouer, c'est à ce moment-là que tu évites les scorpions ou construis des pyramides miniatures en boue, avant de marcher sur une épine et de pleurer dans ton dîner d'orge. À l'âge de 12 ans, tu es un travailleur aguerri, avec 2 corps et un regard perdu dans le vide. Acte 6. Bureaucratie, maintenant avec 90% de plus de rouleaux. Disons que vous avez défié les probabilités et êtes devenu un scribe. Félicitations. Vous êtes assis dans une pièce sombre et copiez des choses pour l'éternité. Dossiers fiscaux, dons au temple, liste de rationnement, potins de prêtres. Votre écriture est votre vie. Vous écrivez du lever au coucher du soleil, en utilisant une plume de roseau, qui se désintègre toutes les 10 minutes. Votre encre est du charbon de bois et de l'eau. Votre bureau est un rocher recouvert de papyrus. Votre superviseur est un adolescent imbu de lui-même, de 17 ans, nommé Jed, qui a un jour écrit un rouleau de côté et l'a appelé innovant. Si tu fais une erreur, ce n'est pas une gomme, c'est une correction, ou pire, une rétrogradation à la caste des agriculteurs. Pourtant, vous êtes à l'intérieur, loin du soleil et du sable, vous sirotez de la bière tiède et rêvez du jour où quelqu'un inventera l'imprimerie. Acte 7. Temps, tracas et souhait. Égaré. Le climat dans l'Égypte ancienne est comme être lentement rôti sur le barbecue personnel de l'été est une vague de chaleur sans fin. L'hiver, c'est à ce moment-là que respirer ne fait que légèrement mal. Il n'y a pas de climatisation. Prie simplement les dieux et espère que la brise ne porte pas de sable dans ton orbite. Quand il pleut, ta maison en briques de boue se dissout comme du pain mouillé. Quand il fait sec, votre peau se fissure comme de la poterie. Vous ne pouvez pas vous permettre du bois de chauffage,
Alors vous brûlez du fumier de vache séché. Ça sent, comme est bien, exactement ce que c'est, mais ça garde aussi les scorpions au chaud. Acte 8. Décomposition quotidienne, maintenant, avec bonus de désespoir existentiel. À la fin de chaque journée, tu t'assois dans la terre, couvert de plus de couches de saleté qu'une pyramide oubliée. Tu sirotes ta bière épaisse, fixes les étoiles et te demandes si Osiris recrute. Tes articulations craquent, tes sandales sont en lambeaux et tu as inhalé plus de sable qu'un drap de chameau. Vous pensez à vos rêves, posséder une chèvre, avoir des toilettes privées, mourir dans votre sommeil au lieu de lors d'un effondrement de toit. Puis tu souris, parce que demain, tu pourras tout recommencer. Et le jour suivant, et le jour suivant. Bienvenue aux 9h, 17h, édition Égypte ancienne. Bienvenue de retour dans l'Égypte ancienne, où la seule chose plus difficile que de vivre une journée est de mourir correctement. Vous avez travaillé du lever au coucher du soleil, transpiré assez pour irriguer votre village, et maintenant vous êtes prêt pour cette douce pause. Mais se reposer dans l'Égypte ancienne n'est pas simple. Ce n'est que rarement reposant, parfois terrifiant, et toujours d'une manière ou d'une autre sablonneux. Parce qu'ici, même le sommeil a des responsabilités, et la mort. C'est juste ton premier entretien d'embauche, terminé, de travailler. Mais il n'y a pas de matelas qui vous attend. Votre lit est un tas de paille piétiné par 3 chèvres, vos enfants, et probablement le chameau de votre voisin. Ça craque quand tu t'allonges, et pas dans le bon sens, ASMR. Plutôt comme « était-ce un insecte ?» ou « juste une de mes vertèbres ?» Était-ce un scarabée ou juste une de mes vertèbres? Vous vous allongez à côté de votre conjoint, de 2 de vos 5 enfants, et d'un vieil oncle qui tousse en hiéroglyphes. Vous vous allongez à côté de votre conjoint, de 2 de vos 5 enfants, et d'un vieil oncle qui tousse en hiéroglyphes. La vie privée n'existe pas. Il n'y a pas de chambre, juste une chambre, au singulier. Il n'y a pas non plus de drap. Juste un drap en lin qui a absorbé plus de sueur que le Nil pendant la saison des crues. Vous essayez de dormir, mais il y a des mouches, il y a un scorpion dans le coin qui te lance un regard de travers. L'âne du voisin semble avoir une sorte de crise émotionnelle. Les murs sont faits de boue et de rêves, et chaque coup de vent apporte plus de désert. Tu t'endors en pensant « peut-être que dans l'au-delà j'aurai une porte ». Acte 2. Serpent, esprit et démon de paralysie du sommeil. Le sommeil devrait être paisible, non? Faux. Les anciens Égyptiens croyaient que le sommeil était le moment où votre âme se promenait. Littéralement. Votre bas, oiseau de l'âme, quitterait votre corps et irait vaquer à ses occupations. Alors que tu essaies de fermer l'œil, ton bas pourrait être en train de survoler le Nil, de flirter avec un dieu hippopotame ou de se disputer avec le fantôme de ta grand-mère. Pendant ce temps, ton corps était vulnérable, ouvert à toutes sortes d'esprits, de malédictions et de bêtises astrales. C'est pourquoi les amulettes protectrices étaient courantes. Vous voulez des rêves doux? Mieux vaut porter votre collier de l'œil d'Horus, étaler un peu de graisse de crocodile sur votre oreiller et dessiner un faucon dans le sable autour de votre zone de sommeil. C'est soit ça, soit se réveiller possédé et vomir en égyptien ancien. Et oui, les cauchemars comptaient. Vous pourriez vous réveiller d'un mauvais rêve et devoir consulter un prêtre à ce sujet. Il te lirait un sort, te donnerait une gousse d'ail à manger et peut-être te frapperait avec une plume de oie sacrée. Juste un mardi comme les autres. À ce stade, vous avez eu votre 3e portion de pain grossier avec du sable en supplément, de lentilles bouillies et de bière tiède qui a le goût de chaussettes
d'hier. Si vous avez de la chance, quelqu'un a attrapé un poisson. Si vous avez vraiment de la chance, personne d'autre ne l'aura léché avant vous. Vous mangez à la lumière d'une lampe à huile. Ta cuillère est un bâton. Vous partagez votre repas avec 3 enfants qui ne cessent de lancer de l'orge, un chat qui pense qu'il est le maître de la maison, votre partenaire qui n'a pas souri depuis la dernière bonne saison des inondations. Vous mangez tous en silence, pas parce que vous méditez sur la journée, mais parce que votre mâchoire est douloureuse à force de mâcher du pain de gravier. De temps en temps, rébellion, la seule carte restante à jouer. Un jour, tu décides que tu en as assez. Assez du travail, épuisant, de la salive du contremaître quand il crie, et des tentatives d'assassinat quotidiennes du soleil. Vous regardez autour de vous et réalisez quelque chose de radical. Tout le monde est également épuisé. Bienvenue à la toute première grève de l'histoire enregistrée. Oui, les Égyptiens anciens ont inventé la grève. Les ouvriers de Deir el-Médina, responsables de la construction des tombes dans la vallée des rois, ont un jour refusé de travailler parce qu'ils n'avaient pas été payés en pain et en bière. C'est exact, pas de glucides, pas de cercueil, pas de bière, pas d'albâtre. Ils ont organisé une grève de la faim près du temple et ont refusé de lever un ciseau. Finalement, les responsables ont lâché les rations. Pouvoir, taureau porteur de papyrus. Mais la rébellion comportait des risques. Exprimez-vous contre le pharaon. Et vous n'êtes pas seulement impertinent, vous êtes blasphématoire. Parce que le pharaon n'est pas seulement un roi, il est littéralement un dieu. Répondre est une crise théologique. Les punitions incluent être fouetté pendant que les gens chantent votre nom, pas de manière amusante, être exilé dans un endroit encore plus sablonneux, avoir son nom effacé de l'histoire, ce qui pour un Égyptien est pire que la mort. Alors oui, la rébellion est possible, mais elle doit venir avec des collations. Acte 5, l'au-delà, un pays des merveilles. Bureaucratique, vous êtes mort, hurrah, enfin, une pause. Sauf que, twist de l'intrigue, mourir n'est que la première étape. Maintenant commence votre processus d'entretien pour l'au-delà. D'abord, ta famille t'embaume. Ils retirent tes organes et les mettent dans des jarres décoratives, gardées par des animaux avec des problèmes de comportement. Ton cerveau, il est arraché par le nez avec un crochet, très digne. Ton corps est séché, salé, enveloppé plus serré qu'un mensonge malheureux, et peint avec tout, du crayon eyeliner à l'optimisme. Vous êtes maintenant une momie, et vous feriez mieux d'avoir l'air bien, car vous êtes sur le point de rencontrer les dieux. Acte 6. Jugé par les dieux, maintenant avec un hippopotame, crocodile, lion effrayant. Vous arrivez dans la salle de Maat, une salle d'audience divine, avec 42 mini-dieux prenant les présences. Vous devez déclarer que vous n'avez pas volé les sandales de quelqu'un, mentir sur la possession de chèvres, raconter des potins sur l'eyeliner du pharaon, manger du pain sacrificiel sans permission. Puis vient l'épreuve finale. Ton cœur est pesé contre une plume. Si ton cœur est léger, pur, tu réussis. Bienvenue dans le champ des joncs, la version la plus détendue du paradis. Si c'est lourd, coupable, tu es donné à Amit, le dévoreur, moitié lion, moitié crocodile, moitié hippopotame, tout cauchemar, et c'est tout, bonheur éternel, ou non-existence éternelle, les enjeux, seulement toute ton âme. Acte 7, le ciel est un champ de blé, passez le test, félicitations, bienvenue dans le champ des joncs, vous retrouvez votre ancien corps, sans l'arthrite, vous retrouvez votre famille décédée, qui ne vous jugera pas, autant, tu cultives pour l'éternité, mais c'est relaxant, maintenant, il y a du pain, c'est moelleux,
ça a du goût. Le Nil coule à proximité, mais ne sent pas les grenouilles et les regrets. C'est le paradis. Ou, du moins, quelque chose qui y ressemble. Vous avez votre propre bateau, vous avez des passe-temps, vous pouvez faire la sieste au soleil, sans transpirer à grosses gouttes. Acte 8. Pas si vite, voleur de tombes et effacement des noms. Il y a un hic. Ce n'est pas parce que tu es arrivé au paradis que tu es en sécurité. Les pilleurs de tombes étaient un problème majeur. Si quelqu'un s'introduisait dans ta tombe et a volé tes affaires, a détruit ta statue, effacé ton nom, alors tu as été effacé de l'éternité. Ce n'est pas poétique. C'est une suppression spirituelle. Les familles ont essayé de l'arrêter en maudissant les murs avec des menaces comme qu'un crocodile te mange les rotules, cacher des tombes dans les falaises, enterrer des pièges, des serpents et des notes passifs-agressives. Cependant, de nombreuses tombes ont été pillées. Alors, certaines personnes ont choisi de petites tombes, espérant que l'obscurité les sauverait. D'autres ont simplement demandé à leurs enfants de se souvenir d'eux et ont espéré le meilleur. Acte 9, repos éternel, avec des chats. Terminons-en. Vous avez vécu, travaillé, mort, jugé et, si vous avez de la chance, passé dans l'éternité. Maintenant vous, détends-toi avec tes ancêtres, mangez des raisins et racontez des histoires, caressez des chats qui sont encore sacrés et suffisants. Peut-être devenir un dieu mineur des poissons. Tu as réussi. Vous êtes en paix, jusqu'à ce que ta tombe soit redécouverte en 2025 et que quelqu'un mette ton nom dans la boutique d'un musée. Ça reste mieux que de sarcler du blé sous 43 degrés Celsius. Bienvenue au chapitre 4, le dernier chapitre de votre tournée, épuisante, brûlée par le soleil et hilarante maudite dans l'Égypte ancienne. Vous avez travaillé, vous êtes mort, vous avez été jugé par un auditeur à tête de chacal. Et maintenant nous parlons du véritable cirque, la politique. Parce que rien ne dit le chaos divin comme une civilisation dirigée par un dieu soleil, avec un fétichisme du papier. Acte Pun, pharaon, souverain divin et reine du drame à temps plein. Commençons par le sommet. Le pharaon n'est pas seulement roi, il n'est même pas seulement un dieu. C'est comme si Elon Musk, le pape et un rayon de soleil avaient un bébé et lui avaient donné un pouvoir illimité et zéro calme. Pharaon est littéralement Horus sur terre, le jour, et Osiris dans le monde des morts, la nuit. C'est un excellent branding, mais terrible pour les attentes professionnelles. Chaque éternuement est sacré, chaque opinion est divine, chaque mauvaise coupe de cheveux devient une crise nationale. Ils s'habillent en or, en peau de léopard, et portent assez de crayons Kohl pour faire rougir un bal gothique. Leurs fonctions officielles incluent commander des armées, officiant des cérémonies religieuses, signer les déclarations fiscales, généralement avec un doodle de lotus, poser de manière dramatique pour les statues, aussi épouser leur sœur, beaucoup, genre, trop. Pourquoi? Pour garder la lignée divine et l'arbre généalogique circulaire. Acte 2. La bureaucratie, paperasse, papyrus et passif-agressivité. Sous le pharaon se cache une bureaucratie tentaculaire. Pensez-y comme au plus ancien DMV du monde, mais avec plus de crocodiles. Rencontrer le vizir, c'est l'homme de main du pharaon, ce qui signifie qu'il est occupé, grincheux et blâmé pour tout. Il supervise gestion des terres, stockage alimentaire, logistique de la main-d'œuvre. Décider qui sera puni pour avoir volé du blé. Sous lui se trouvent des couches de scribes, des milliers d'entre eux. Copier des dossiers, rédiger des lettres et inventer de nouvelles façons d'écrire, vol de chèvres. L'Égypte fonctionne grâce à la paperasse.
Vous avez perdu votre vache? Remplissez un formulaire. Vous voulez acheter de la terre? Soumettez 3 rouleaux et sacrifiez un canard. Avez-vous accidentellement insulté une divinité mineure? Remplissez un formulaire d'excuses divines en 3 exemplaires. Acte 3. La religion comme gouvernance, sponsorisé par Ra, Horus et associés. En Égypte, l'Église et l'État ne se mélangeaient pas seulement. Ils étaient la même chose. Les temples possédèrent des terres, employaient des milliers de personnes et collectaient des impôts. Les prêtres avaient plus de pouvoir que les influenceurs avec des vidéos de chats. Vous voulez être riche? Devenez prêtre. Voulez-vous être puissant? Deviens grand prêtre. Vous voulez diriger un pays? Deviens un roi-dieu. Facile. Les temples étaient centres religieux, centres d'emploi, banques. Oui, elles prêtaient de l'argent. Usines d'apotins. Être sur la liste de paye du temple signifiait de la nourriture gratuite, des robes à peu près propres, et de temps en temps, une vision divine, généralement après un excès d'encens. Acte 4. Prophéties, présages et paniques politiques. Les prophètes étaient très importants. Leur travail, interpréter les rêves, les événements célestes et les phénomènes météorologiques liés aux oies. Le Nil a-t-il débordé trop haut? Mauvais présage. Un chat a-t-il éternué dans un temple? Colère divine. La lune a-t-elle disparu derrière les nuages? Tout le monde perd la tête. Le pharaon pourrait faire appel à des oracles, à des chèvres, ou dormir dans une chambre sacrée juste pour recevoir des visions. Plus souvent qu'autrement, la vision était construire un autre temple, nomme un nouveau dieu, arrête de manger autant de miel. Et tu ne peux pas remettre en question ces visions. Ils viennent des dieux, ou indigestion, c'est du pareil, au même. Acte 5. Guerre, diplomatie et l'art de la sculpture de pierre suffisante. L'Égypte n'a pas toujours été paisible. Ils avaient des ennemis, Nubiens, Hittites, peuples de la mer. Oui, c'est ainsi qu'ils les appelaient. Et pire encore, des cousins internes avec des délires de grandeur. La guerre était menée avec chariots, Uber anciens, mais plus sanglants, arcs et flèches. Crier victoire signifiait pillage, esclaves, géantes, sculptures murales, disant à quel point le pharaon était génial. La défaite signifiait blâmer un prêtre, redécorer votre tombe pour qu'elle ait l'air moins ambitieuse, prier plus intensément. Acte 6. Effondrement, chaos, et cette fois où le Nil a oublié de déborder, parfois l'Égypte s'effondrait. Pourquoi? Famine, invasion, ruine économique. Ce pharaon qui a dépensé le budget national en statues de chats. Quand l'effondrement est arrivé, les villes se sont vidées, les prêtres ont paniqué, et le vol de tombes est devenu une voie de carrière viable. Mais les Égyptiens reconstruisaient toujours. De nouvelles dynasties se levaient. Les anciens dieux étaient rebrandés, et quelqu'un disait toujours « Construisons une plus grande pyramide ». Acte 7. Héritage. Une civilisation qui ne se taisait jamais. En fin de compte, la plus grande stratégie politique de l'Égypte était l'endurance. Ils ont inventé la propagande à long terme, hiéroglyphes gravés pour durer, momifié tout, y compris leur déjeuner. C'est assuré que chaque pharaon avait au moins 3 statues en pose de pouvoir. Même après l'effondrement, l'Égypte a laissé derrière elle pyramides, parchemins, malédictions, une industrie touristique et une vérité éternelle. Si vous donnez aux gens suffisamment de crayons pour les yeux et de bureaucratie, ils croiront absolument que leur souverain est le soleil.